Bonjour à toutes et à tous. Deuxième partie de cette réunion de la matinée consacrée à un thème retenu il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc j'étais presque sûr de rester dans l'actualité puisque c'était crise, budget, 2012, année à risque. Alors, on a 1 heure à peu près pour échanger avec Nicolas Bouzou et Bernard Maris. Alors, je vais commencer par le plus ancien. Bernard Maris, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ex. Oui, enfin. Je suis revenu sur un peu là. Ah, d'accord. Je vais leur donner un coup de main. Oui. Auteur de plusieurs ouvrages, très intellectuels, comme le soulignait intelligent, Nicolas. Intelligent, c'est encore mieux. À la fois philosophique et économique. Voilà. Et à ma droite, Nicolas Bouzou, que l'on voit beaucoup, mais tous les deux d'ailleurs, on les voit beaucoup à la télévision et on les entend beaucoup à la radio. Nicolas Bouzou, j'insiste aussi sur son côté chef d'entreprise, puisqu'il est à la tête, il est créateur du cabinet Asteres, qui est un cabinet de conseil en économie. Voilà. Et tous les deux, pourquoi on a créé ce CAF Économie avec France Gestion? C'est parce que tous les deux sont professeurs d'économie. Alors ils sont tous les deux professeurs, vous me direz pourquoi ne pas en prendre qu'un? Bien parce que je pense que ça va situer quand même un peu les choses. Nicolas Bouzou, on va dire, est plutôt tendance libérale. Et puis, comme Bernard Maris me le rappelait à l'instant, il dit il est à gauche, donc il est à ma gauche, il est peut-être un peu plus à gauche que Nicolas. Voilà, voilà. Et curieusement, c'est vrai que la cravate est à gauche. Bien. C'est le futur, ça. Oui, Donc, le premier point sur lequel je voulais que nous discutions ensemble, et surtout que les professeurs nous apportent leur lumière, c'est sur le mot croissance. Parce que je trouve que depuis quelque temps, on parle beaucoup de croissance, de taux de croissance, et on a l'impression que ce mot est d'ailleurs la solution à tous les problèmes économiques. Que faut-il faire pour régler le problème du chômage? La croissance. Que faut-il faire pour régler le problème de la dette? La croissance. Que faut-il faire pour régler le problème du budget? La croissance. Alors moi, je vous avoue que en matière économique, je ne suis pas un grand spécialiste et ça me paraît intéressant que ces messieurs nous expliquent ce qu'est la croissance. Surtout aujourd'hui, on s'est aperçu que les budgets, il faut les refaire parce qu'il y a un problème de croissance. Alors je ne sais pas, Bernard commence? Bernard, le privilège de l'âge. Ouais. Merci de nous accueillir encore une fois. Merci à Nicolas. Alors la croissance, bien malheureusement, oui, malheureusement, la croissance résout les problèmes du chômage et de la dette. Malheureusement, oui. Ce serait trop beau de pouvoir résoudre le problème de la dette sans croissance. Donc c'est un bémol que je dis. Ce serait très bien de dire qu'il faudra de la rigueur et ça suffirait par la rigueur de... Oui, bien sûr, on peut faire de la rigueur, diminuer le pouvoir d'achat de moitié, se trouver comme l'Argentine, effectivement, éponger les dettes. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de la dette. On va traîner la dette pendant 30 ans ou 40 ans s'il n'y a pas de croissance. Plus fort. Et la croissance résout le problème de l'emploi aussi. Alors qu'est-ce que la croissance? Je ne vais pas être très long là-dessus parce qu'il faudrait faire un cours. Mais la croissance, c'est 3 choses. C'est de l'investissement, ça c'est des entrepreneurs. S'il y a du crédit sans investissement, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire si vous pouvez proposer du crédit, ça ne suffit pas de proposer du crédit. Il faut aussi de l'investissement et de l'esprit d'entreprise. Deuxièmement, c'est du travail, il faut que les gens travaillent, c'est pas très compliqué. Et troisième point, il faut de la productivité, de l'innovation. C'est-à-dire que vous pouvez essayer de travailler les gens, mais s'il n'y a pas derrière de la productivité et de l'innovation, eh bien votre entreprise ne sera pas compétitive et vous ne conquérez pas des parts de marché. Donc la croissance est relativement simple. Il faut de l'investissement, du travail et de la productivité. Et de l'innovation, je dirais même. C'est le grand problème, on y reviendra avec Nicolas. Enfin, pour moi, le grand problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle est dans une panne d'innovation. Vraiment dans une panne grave. Et probablement l'Occident, le vieil Occident, qui est en train d'emprunter aux pauvres, c'est quand même un paradoxe, qu'on soit allé chercher l'argent des Chinois et des Brésiliens. Enfin, c'est formidable quand même. Et les Chinois et les Brésiliens, ils ont bien raison de nous dire, quand même, c'est nous les pauvres, c'est pas vous. Hein. Vous êtes les riches, et nous, on va vous prêter. Bon. Et ils ne nous prêtent pas d'ailleurs. Hein. Ils ne nous prêtent pas. Hein. Ils ne sont pas si fous. Bon, ils ne sont pas idiots. Donc le problème, c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut de la croissance, et on ne sortira de la dette
que s'il y a de la croissance, si vous avez un revenu qui augmente de 1% par an et que vos taux d'intérêt sont à 3%, 4%, 5%, 6% ou 10% pour certains, eh bien, vous ne pourrez pas rembourser. Vous ne pourrez pas rembourser. Vous traînerez toute la vie votre dette. Vous la traînerez toujours. Donc, soit il faudra effacer la dette, soit il faudra que la croissance permette d'effacer la dette. Et je termine là-dessus parce que Nicolas va... je pense qu'il sera peut-être d'accord avec moi pour une fois. Je termine là-dessus. Je sais pas. La France, en 1945, Ça ne nous rajeunit pas. Oui, mais c'est t'étais pas né, toi. Oui, mais c'est d'actualité. En 1945, elle est endettée de 300%. 300%. Elle rembourse en 5 ans. 5 ans. Taux de croissance de l'industrie, 10%, à la chinoise. Taux de croissance moyen, 6, 7%. C'est fini. C'est liquidé, la dette. Un petit peu d'inflation aussi, ça gêne pas. Ça gêne pas au passage. Mais c'est liquidé. Voilà. Avec 1% de croissance ou 0,5% de croissance, on traînera la dette pendant, oui, allez, 20 ans, 30 ans. Mais c'est pas un pays ne peut pas vivre comme ça. Nicolas? Alors, sur la croissance, je vais peut-être en donner une définition un peu différente de celle de Bernard. C'est vrai que c'est un terme qu'on emploie très souvent. Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est vous lancer comme ça au cours d'un débat, d'un repas familial. Alors, comment va être la croissance en 2012 ? Et non, chacun y va de son hypothèse. Et puis, au bout d'un moment, vous dites, mais vous faites la croissance de quoi ? Et là, vous allez avoir une espèce de silence. Et alors les plus vifs vous diront la croissance de l'économie, ou alors les plus technocrates la croissance de la valeur ajoutée. Ce sont des vieux restes de cours d'économie, mais c'est vrai qu'en règle générale, on ne sait pas véritablement de quoi on parle. Alors en réalité, quand on parle de croissance de la production sur un territoire donné. Je crois que c'est vraiment, il faut garder cette définition en tête et avoir en tête le fait que ça peut être de la production, en effet, de la production industrielle comme celle de l'après-guerre, mais ça peut être aussi de la production de services. Là, on est en train de fabriquer, on contribue à la croissance économique. Vous voyez, pourtant on ne pollue pas, mais ce sont des services, c'est de la croissance. Quand vous fabriquez des voitures en France, quand on a des voitures qui sortent de l'usine Renault de Flins, c'est de la croissance économique. Quand des enseignants enseignent, c'est de la croissance économique. Bon. Et donc cette croissance, elle peut venir du secteur public, du secteur privé, peu importe. Mais c'est vraiment l'idée de production. Il est clair que plus on produit, plus on a de revenus. Voilà. Et les revenus, c'est l'autre face, si vous voulez, ce revenu et production, ce sont les deux faces d'une même monnaie. C'est pour ça qu'en effet, si on veut se désendetter, eh bien, il faut des revenus et donc il faut de la croissance économique. Si on veut avoir de l'emploi, il faut de l'activité économique et il faut de la croissance. Et donc l'un des grands défis, et c'est vrai, Bernard a raison, que l'on a peut-être un peu tendance à oublier, parce que tu dis, Serge, qu'on parle de croissance, mais finalement, ça fait longtemps qu'on parle de croissance, depuis qu'on a des problèmes de chômage de masse, grosso modo, c'est-à-dire depuis le début des années 90, on parle beaucoup de croissance et on a raison de parler de croissance. Mais en même temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rigueur, on parle beaucoup de dette, etc., en oubliant que vous êtes dans une situation de surendettement, et c'est vrai d'ailleurs pour un État comme pour un ménage. Vous êtes dans une situation de surendettement quand vous avez la conjonction de deux facteurs. Il faut de l'endettement, ça c'est clair, si vous n'êtes pas endetté, il risquez pas de vous retrouver en situation de surendettement. Mais quand vous regardez les enquêtes typologiques de la Banque de France, les ménages qui sont en surendettement, oui, ils ont de l'endettement, mais ils font face aussi à une stagnation, voire à une baisse des revenus. Eh bien, c'est pareil pour un État. Un État est dans une situation de surendettement quand il a une dette élevée, mais aussi quand il fait face à une absence de croissance, voire à une décroissance, une baisse de la production, ce qu'on appelle le PIB. Le PIB, grosso modo, c'est la production. Alors, je disais tout à l'heure, parfois on parle de valeur ajoutée, mais en fait, c'est une histoire de comptabilité nationale. On parle de valeur ajoutée pour ne pas compter les choses deux fois, mais l'idée, c'est la production, c'est ce qu'on produit. Bon, quand on a une baisse de production, eh bien, on a une dégradation de sa solvabilité, et donc on se retrouve en situation de surendettement. Et moi, je pense, si vous voulez, que tout l'agenda de la politique économique de ces prochaines années, et en effet, c'est très différent des 30 glorieuses, parce que les 10% de croissance, on ne les a pas. Aujourd'hui, ils sont dans les pays émergents, pour tout un tas de raisons, parce que les pays émergents ont fait tout un tas de réformes depuis les années 90, aussi parce qu'ils partent de plus bas. Il ne faut pas confondre la croissance et la production. En Chine, on a une croissance très élevée, mais comme le disait Bernard, il reste encore pauvre. C'est-à-dire que le niveau de production par habitant reste quand même faible. Donc vous avez des effets de rattrapage, un peu comme nous, on les a connus au début des 30 glorieuses. Mais même si on n'aura pas des taux de croissance comme ceux des pays émergents, c'est un taux de croissance de 5-6%, c'est pas possible, il me semble, peut-être qu'on y reviendra si Serge en est d'accord, mais il me semble que l'on peut avoir des politiques de rigueur, des politiques de désendettement qui, en même temps, ne soient pas pénalisantes pour la croissance.
Voilà. Il est clair que si vous augmentez les impôts un peu tous azimuts, en catastrophe, si vous coupez dans les budgets des ministères sans faire attention, bon, si vous supprimez les niches fiscales qui fonctionnent bien, bon, là, vous allez fabriquer une récession. Mais il me semble aussi que vous pouvez mettre en place des mesures d'économie à moyen et long terme qui ne soient pas pénalisantes pour la croissance. Et en tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire ces prochaines années. Alors, j'ai l'impression quand on parle de croissance également, quand on essaye de déterminer le volume du PIB, par exemple, si l'école est gratuite, le PIB n'augmente pas. Par contre, si demain, imaginons, l'école devient payante, on augmente le PIB. Alors que finalement, Non. si l'école est gratuite, on a beaucoup plus de mal à la comptabiliser dans le PIB. C'est-à-dire que, alors grosso modo, je ne veux pas vous embêter avec un cours, mais c'est vrai que ta question est... Oui, non, mais c'est un petit peu ça qu'on voudrait non, mais alors, je vous embête, et Bernard complétera, mais en matière de service public, vous avez le même problème pour l'armée. Mais alors, non, mais je vais prendre un autre exemple. Je me promène dans la rue à pied, le PIB, je ne bouge pas. Je pars avec ma voiture, je suis coincé dans un embouteillage. Voilà, alors c'est le PIB c'est autre chose. C'est autre chose. Dans le premier cas, donc l'école gratuite, évidemment, il n'y a pas de marché, donc on ne sait pas bien calculer ce que ça représente en matière de PIB. Donc on va appliquer une méthode bête et méchante, mais on n'a pas trouvé mieux, qui est de dire, ben voilà, le PIB, ça va être le coût. Ça va être le coût de production de l'école gratuite. Ce qui est une approximation terrifiante, notamment pour vous qui êtes des experts comptables, parce que le coût, c'est pas forcément la valeur ajoutée, c'est pas forcément la production. Donc aujourd'hui, dans notre PIB, on tient compte d'une valeur pour l'école gratuite. Ah bah bien sûr. Absolument. Pareil pour le coût du fonctionnement de l'hôpital, par exemple. Ou la police. La police, D'accord. l'armée. On dit ce que vient de dire Nicolas, c'est qu'on comptabilise au coût des facteurs. C'est-à-dire que c'est les salaires. En gros, grosso modo, Oui, c'est ça. on considère que les salaires versés, c'est l'apport de la fonction publique à la croissance. Si on augmente le nombre de fonctionnaires, on augmente le PIB. Absolument. Oui. Ouais. Oui, oui. D'accord. Mais il y a un problème là, c'est que, par exemple, pour l'investissement, on le considère comme un coût. Je prononce coût à la toulousaine. On dit coût normalement. C'est bien. Moi, je dis coût. Un coût. On dit que c'est un coût. Mais moi, je considère que l'éducation, par exemple, c'est une dépense d'investissement. J'estime que ça devrait être sorti des dépenses de fonctionnement de l'État. Bon, beaucoup disent oh non, il y a trop de fonctionnaires, etc. Il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Moi, je pense que ce qui est un projet futur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un investissement, lorsqu'il y a toute une différence entre dépenser pour quelqu'un qui est en fin de vie, ou un Alzheimer, ou qui a une grave maladie, ou qui est à la retraite, et quelqu'un qui a 10 ans, qui rentre au lycée. Lorsque vous dépensez pour quelqu'un qui a 10 ans, vous faites un investissement. Vous préparez quelqu'un qui va rentrer sur le marché du travail, qui va devenir expert comptable, hyper productif, et donc il va avoir une utilité sociale énorme. Énorme. Hein? Bon, d'accord. Je n'en doute pas. Parce que lorsque vous... et c'est là, il faut le faire aussi, mais c'est un très grave problème des économies occidentales. Très grave. Que n'ont pas les Chinois, bien sûr. Ils vont l'avoir bientôt. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas. C'est que lorsque vous décidez, effectivement, que vous prenez en charge de plus en plus longtemps des gens qui ne rentreront plus dans le circuit de production, qui n'iront plus dans le circuit de production, parce que vos enfants iront dans le circuit de la production. Donc vous investissez, et c'est de la bonne chose. Eh bien, vous faites un choix qui est de la dépense pure. Je suis désolé de dire que c'est la dépense inutile. Ce n'est pas inutile parce que socialement, il doit y avoir des effets externes très forts. Ça, c'est autre chose, c'est un problème philosophique. Mais c'est tout à fait différent. Voilà. Donc pour répondre, pour préciser ce que disait Nicolas. Alors moi je complète sur un bout de ta question à laquelle on n'a pas répondu, c'est le type qui marche, etc., il ne fabrique pas de croissance, alors que le type qui est à un feu rouge et qui est énervé et qui appuie sur la pédale de l'accélérateur, lui il fait de la croissance. Alors, c'est pas véritablement qu'il fait de la croissance, mais c'est vrai qu'il consomme, si vous voulez, de l'essence très bêtement, mais il consomme de l'essence et donc il sera obligé d'aller refaire le plein plus rapidement et donc derrière il faudra produire de l'essence. C'est ça. Et donc c'est la croissance économique. Alors la question que tu poses est une question sur laquelle les économistes travaillent beaucoup. Hein, il y a eu le rapport Stiglitz. C'est la question de la nature de la croissance. Et parfois, d'ailleurs, il y a une confusion, notamment un petit débat qu'on peut avoir avec nos amis écolos, qui disent finalement la croissance, c'est quelque chose qui est polluant, qui est mauvais, et donc il faut de la décroissance. Et là, je crois qu'il y a une erreur de raisonnement. C'est-à-dire que la question n'est pas celle de la décroissance, mais de la nature de la croissance. Je répète, quand on appuie donc, sur son accélérateur à feu rouge, on fabrique de la croissance. Mais quand on apprend à lire
à un enfant de 5 ou de 6 ans, on fabrique de la croissance aussi. Donc la question n'est pas celle de la croissance, c'est de la nature de la croissance. Et c'est donc la question des politiques publiques que l'on met en place et qui vont permettre d'orienter la croissance. C'est pour ça, je termine juste là-dessus, que j'étais très favorable, je ne sais pas d'ailleurs, je n'ai jamais parlé avec Bernard, mais à la taxe carbone. Parce que la taxe carbone, c'est donc l'idée qui consiste grosso modo à taxer la consommation de produits polluants. Parce que là, on change vraiment la nature de la croissance, ou en tout cas on essaie de changer la nature de la croissance en disant aux gens, voilà, si vous consommez de l'essence, du machin, du truc, ça va être polluant, et donc essayez de modifier vos modes de consommation, ce qui va permettre de générer une croissance. On aura toujours de la croissance économique, mais ce sera une croissance qui sera moins polluante. J'ajoute quelque chose. C'est vraiment un très beau débat, hein, ça, c'est magnifique. C'est la nature de la croissance. Et je pense qu'on se sortira de la crise en réfléchissant sur la nature de la croissance pour définir la future croissance. Je pense que c'est ça. Moi, c'était la conclusion. Je me dis, je vais conclure là-dessus, malheureusement. Bon, je débute là-dessus, j'abats mes cartes trop tôt. Mais enfin, je pense qu'il faudrait... Mais bon, on va trouver, c'est-à-dire qu'on va trouver des trottoirs où quand on marche dessus, ça commence à se faire dans certaines villes, on va récupérer l'énergie pour éclairer les lampadaires. Vous savez tous ici que lorsque vous épousez votre femme de ménage, vous diminuez le PIB. Hein, c'est l'exemple classique que l'on donne. J'attends que le jour où j'épouse ma femme de ménage, eh bien, le PIB de la France diminue. Donc n'épousez pas vos femmes de ménage si vous voulez faire, etc. Et vous savez aussi que lorsque votre épouse ou votre belle-mère ou quelqu'un qui est sorti du circuit de la production apprend à chanter ou apprend à lire aux petits-enfants, évidemment, ce n'est pas comptabilisé dans le PIB, alors que c'est une richesse énorme. Parce qu'il y a toute une construction de l'éducation, une construction de la vie sociale qui se fait par des rapports qui ne sont pas marchands et qui ne sont pas comptabilisés par le PIB. Donc la question de la nature de la croissance, pour moi, elle est clé. On a fini avec un modèle. On est sorti du modèle, rattraper les Américains, avoir tous des voitures, avoir tous des frigos. Je crois, je ne sais pas si bien sûr, entièrement d'accord. On est sorti. Pourquoi il y a eu les 30 Glorieuses? Parce qu'on rattrapait les Américains. Bon, on les a rattrapés, c'est fait. On a tous des voitures, on est pollués comme eux, on est abrutis comme eux, on est devant la télé comme eux, ça va, c'est très très bien, on y est. Bon, maintenant, il faut, et les Chinois sont en train de dire pareil, vite, vite, il faut y aller, il faut faire comme eux, il faut avoir tous une bagnole. Bon, d'accord, c'est pour ça qu'ils sont sur un circuit, un cycle de croissance extraordinaire. On a rattrapé les Allemands, on est content, on les a dépassés, et bientôt on sera plus nombreux qu'eux, bon, on aura purgé tout notre vieux contentieux. Donc il faut trouver, c'est ça les entrepreneurs d'aujourd'hui, je crois. C'est les gars qui vont découvrir ce qu'est la nouvelle phase d'innovation de l'économie et qui va faire qu'il va y avoir une nouvelle croissance qui va nous purger la dette à une vitesse grand V. Voilà, j'ai conclu, je peux partir. J'ai encore des questions parce que... Je peux donner sur cette question un autre exemple très rapidement parce que moi aussi c'est un sujet qui me passionne et je travaille en ce moment sur la question d'économie de la santé où les besoins sont énormes parce que là aussi il y a des coûts et des déficits qui sont très importants. Et en France, on a une industrie agroalimentaire qui est performante, qui exporte, etc. Et il y a une idée qui commence à être dans l'air et que je soutiens et sur laquelle je travaille, qui est un peu l'équivalent de la taxe carbone en matière d'agroalimentaire, qui serait de mettre en place ce qu'on appelle une taxe nutritionnelle. Et là, on est en plein dans ces débats. L'idée de la taxe nutritionnelle, c'est de dire, bon ben voilà, aujourd'hui, dans les ingrédients qu'on consomme, dans les chips par exemple, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont nocifs pour la santé, et on le sait, l'huile de palme, le sucre, le sel, etc. Bon. Et on pourrait parfaitement imaginer une taxe qui pénalise l'utilisation par l'industrie agroalimentaire de ce type d'ingrédients. Pas du tout. Alors là, on n'est pas du tout dans les histoires de plan de rigueur, etc. C'est pas du tout pour piquer de l'argent à l'agroalimentaire. C'est tout simplement pour leur dire, vous êtes bons, on est en France, faites des produits qui n'intègrent pas d'huile de palme, faites des produits qui intègrent moins de sucre, moins de sel, faites des produits bio, etc. Et là, vous voyez, c'est, me semble-t-il, le meilleur de la politique publique. C'est-à-dire que moi, je suis en effet plutôt libéral, mais en même temps, on a aussi le droit de se projeter. Si vous voulez, il y a des externalités que le marché... depuis un moment. Il y a des externalités que le marché, si vous voulez, ne voit pas forcément. Et donc, le rôle de l'État, à mon sens, c'est pas de dire voilà, je vais favoriser tel ou tel secteur, ou je vais me substituer aux créateurs d'entreprises, ou même je vais nationaliser les entreprises pour faire ça. Mais c'est plutôt de dire voilà, on a une politique de long terme, voilà le type de croissance qu'on veut, courageux. Et voilà le type de politique économique qu'on peut mettre en place. Et je crois que la politique économique, la politique industrielle du futur, je crois qu'elle se trouve là-dedans. Ouais. Mais en effet, ce sont des terrains qu'on défriche un peu. Lorsque la Tchéquie veut mettre en place un système de retraite un peu comparable au système allemand ou français. Eh bien, ils décident notamment
de taxer, dans l'esprit de Nicolas, de taxer les cigarettes. Aussitôt, Philippe Maurice fait une campagne en Tchéquie en disant « Vous êtes complètement contradictoires, les gars. Vous voulez équilibrer les comptes de la sécurité sociale et vous voulez empêcher les gens de fumer. » Et fait de grands placards dans les journaux, en montrant des placards assez morbides sur lesquels je n'insiste pas, en disant « Le fumeur est le type idéal. C'est le type qui cotise toute sa vie. Il chope un cancer à 50 ans. À 60 ans, il disparaît. Et donc, il a cotisé et c'est tout bénef pour votre système de sécurité sociale. Soit vous voulez de la sécu, et à ce moment-là, vous nous laissez tranquilles, vous laissez Philippe Maurice vous inonder les poumons, si je puis dire, et soit au contraire, voilà. Donc c'est exactement le type de réflexion qu'il faudra mener sur cette future croissance que nous voulons. Il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose d'hygiéniste. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça, c'est le gros défaut. Il ne faut pas non plus Mm. tout interdire, vérifier que là, il n'y a pas trop de ceci. Parce que, bon, il y a un problème philosophique majeur qui va se poser pour nos sociétés qui arrivent à saturation de consommation. Il faut, si elles veulent retrouver une dynamique de l'innovation et de la croissance, qui leur permettra de combattre les économies qui nous menacent, parce que pour moi, elles nous menacent, les économies émergentes, eh bien, il va falloir trouver un système de production et de consommation intelligent. Et localisé. Je crois beaucoup à la relocalisation. Il est anormal que notre industrie agroalimentaire, qui est un de nos fleurons, ne soit pas plus exportatrice que l'industrie allemande. C'est quand même absolument aberrant de voir que les Allemands exportent plus. Il est aberrant de voir qu'un pays comme la France, qui est un pays qui dispose d'une forêt absolument magnifique, soit en train d'importer du bois de Pologne. Hein, bon, alors, cette filière bois, depuis que je suis né, j'entends parler de la filière bois. C'est-à-dire que je me souviens qu'en Mitterrand, enfin je ne suis pas né au temps de Mitterrand quand même, j'étais bien jeune. J'étais bien jeune. Quand Mitterrand est arrivé, l'un des premiers trucs, la filière bois. On a du bois, donc il faut du bûcheron au fabricant de meubles, il faut que ce soit... Bon, on n'a jamais réussi à constituer cette chose-là, ce qui est absolument anormal. Ce qui est absolument anormal. Parce qu'on a pris des solutions de facilité, parce que la facilité, c'est d'aller importer du bois exotique ou du bois de Pologne. Donc il y a vraiment une politique, il y a des marges de manœuvre énormes à mener pour arriver à se sortir de cette histoire.